Alors, je vais laisser la parole au professeur Aïssam Mirgani de la HEGP, qui nous fait le plaisir d'être avec nous et donc d'animer ce premier webinaire sur les cancers ORL HPV+, un sujet d'actualité sur lequel vous avez tous de nombreuses études. Donc, n'hésitez pas à poser des questions en cours de présentation ou à la fin. Je ne sais pas quand est-ce que vous voulez répondre, Aïssam. Euh, En tout cas, on essaiera Peut-être de à la répondre. fin, ça sera bien, je pense. Sauf s'il y a Ouais, vraiment une question brûlante, mais peut-être qu'à la fin, ça marche. ça On sera fait, bien. on fait comme ça. Euh, donc, il y aura un topo d'environ une demi-heure et puis ensuite, vous aurez un temps pour répondre aux questions. On pourra même ouvrir les micros si certains ont des questions compliquées. Voilà. Et je donne donc la parole au professeur Murgani pour la présentation. Eh bien, merci beaucoup, Laure, hein. Merci à tous et à toutes d'être présents pour ce premier webinar sur une thématique qui, moi, m'intéresse énormément et j'espère pouvoir vous transmettre un peu de cette passion pour cette pathologie qui est assez nouvelle pour nous en ORL. Alors, moi, j'aime beaucoup commencer ce diaporama par ce tableau qui représente la façon dont est classiquement et historiquement perçu les patients avec un cancer ORL, c'est-à-dire des patients qui boivent, qui fument, des hommes d'âge mûr. Et on va rapidement voir que ce tableau plutôt historique de cette pathologie est en train de beaucoup changer parce que nous avons maintenant un nouvel agent qui est clairement impliqué dans les cancers de la sphère ORL et notamment au niveau de l'oropharynx, c'est les papillomavirus oncogènes. Alors, ce sont des agents qui sont déjà impliqués dans d'autres pathologies que vous connaissez. Désolé pour les images un peu choc, mais comme ça vous maintient éveillé en cette fin d'après-midi. On sait qu'ils sont déjà responsables du cancer du col, du cancer du canal anal, de lésions de type condylome au niveau anogénital, mais le fait que ces virus soient également responsables de cancer oropharyngé, c'est quelque chose d'assez nouveau. Et en fait, ça fait maintenant près d'une quarantaine d'années que les premières preuves indirectes du rôle des papillomavirus dans les cancers de l'oropharynx ont été mises en évidence. En effet, déjà en 1975, il y a un premier auteur qui s'appelle Newell qui se rend compte qu'il y a davantage de cancers oropharyngés chez les femmes traitées pour un cancer du col. Et puis une dizaine d'années plus tard, Sir Janen, c'est un grand chercheur dans le domaine de l'HPV, met en évidence des anomalies cytologiques sur des cellules de la cavité orale, de cancer de la cavité orale. Et ces anomalies cytologiques, elles sont assez pathognomoniques d'une infection HPV. Donc indirectement, il commence à se questionner si certains cancers de la cavité orale ne sont pas liés à l'HPV. 2 ans plus tard, on retrouve de l'ADN d'HPV dans certains cancers de la région oropharyngée. Et puis progressivement, de 85 à 2009, les preuves vont s'accumuler au niveau épidémiologique, clinique et biologique pour permettre à l'Agence internationale de recherche sur le cancer, en 2009, de très clairement identifier les papillomavirus oncogènes, et notamment l'HPV-16, comme un facteur de risque indépendant et à part entière des cancers oropharyngés. C'est quoi les papillomavirus? Les papillomavirus, c'est une famille de virus assez large, puisqu'on a décrit actuellement 170 virus différents sur la base de leur ADN, et notamment du gène L1. C'est des virus qui sont extrêmement courants puisque c'est la première cause d'infection sexuellement transmissible. Et il faut savoir qu'il y a à peu près 80 à 90% des individus qui, un jour dans leur vie, seront infectés par un HPV. La plupart du temps, l'infection est asymptomatique, c'est-à-dire que vous avez une infection et vous ne savez même pas que vous êtes infecté. Enfin, et point essentiel, il faut savoir que parmi ces 170 HPV, il y en a une douzaine qui ont un potentiel oncogène, et ces HPV oncogènes sont responsables de 5% de l'ensemble des cancers chez l'homme. Ici, je vous ai mis un petit diagramme qui représente le génome du virus. Il y a plusieurs gènes, comme vous pouvez le voir, et il y a 3 gènes sur lesquels je vais m'attarder. Premièrement, il y a le gène L1. Le gène L1, c'est le gène qui va coder pour la capside externe du virus. Et c'est un gène important parce que c'est contre la protéine produite par ce gène que sont dirigés les vaccins prophylactiques, donc les vaccins préventifs. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est l'étude du gène L1 qui a permis de définir les 170 génotypes d'HPV dont je vous ai parlé. Après, il y a 2 autres gènes extrêmement importants, ce sont les gènes E6 et E7. Ce sont des oncogènes du virus. Ce sont ces gènes
qui vont être responsables de l'ensemble des dérégulations de la cellule hôte qui vont potentiellement amener à l'établissement d'un cancer. Comment ça se passe dans la vraie vie? Donc ça, c'est ce qui est connu pour le col et on pense qu'au niveau de l'oropharynx, globalement, c'est la même chose. Vous avez des petits virions qui vont pénétrer l'épithélium par une brèche et qui vont aller infecter les seules cellules permissives de l'épithélium qui se trouvent au niveau de la couche basale. Les virus infectent ces cellules spécifiquement car ce sont les seules cellules capables de se diviser. Et il faut avoir en tête que le virus, son objectif, c'est de se répliquer, rien d'autre. Donc les petits virions pénètrent dans l'épithélium, infectent les cellules de la couche basale. Et lorsqu'une cellule mère de la couche basale donnera deux cellules filles, il y a une cellule fille qui reste au niveau de la couche basale pour maintenir le pool de cellules basales, et une autre cellule fille qui va monter dans les couches suprabasales pour se différencier progressivement. Lors de la différenciation de ces cellules infectées, le virus va progressivement exécuter sa partition génétique pour produire les différentes protéines qui le composent, et à terme, dans les couches de la suprabasale, on aura des virions matures qui, point très important, vont être libérés par simple desquamation. Il n'y a pas d'inflammation, il n'y a pas de nécrose, il n'y a pas de virémie. C'est ce qui va permettre au virus d'évoluer le plus longtemps possible, à bas bruit, loin du système immunitaire, jusqu'à ce qu'à un moment, le système immunitaire identifie l'infection et vienne la contrôler. Donc ça, c'est un point vraiment important. L'expression coordonnée et strictement contrôlée des gènes du virus, en corrélation avec l'état de différenciation de la cellule hôte, et puis une évolution qui évolue le plus longtemps à bas bruit, sans virémie, sans inflammation, sans nécrose. Sur ce schéma, on voit l'évolution temporelle entre une infection et un cancer, et on voit que lorsque un individu est infecté, eh bien, au bout de 1 an, à peu près 70% des gens éliminent l'infection. Au bout de 3 ans, près de 90% des gens éliminent l'infection. Et je vous rappelle que l'infection est le plus souvent asymptomatique, et que très peu de personnes vont avoir une infection persistante pendant de nombreuses années, et que parmi ces personnes qui ont une infection persistante, chez certaines personnes, eh bien, des cellules anormales vont apparaître. Encore une fois, chez la plupart des personnes, les cellules anormales vont finir par disparaître, mais chez un sous-groupe extrêmement restreint, ces cellules anormales vont persister et peuvent, à terme, au bout de 10 ans, 15 ans, 20 ans, 30 ans, aboutir à des cellules cancéreuses invasives. Pour revenir à l'infection orale, qui est le préalable indispensable au cancer oropharyngé HPV positif, il faut savoir qu'il y a 2 pics où on s'infecte. Le premier pic, c'est l'âge jeune, adulte jeune, vers 25-30 ans. Et le deuxième pic dans la vie, c'est plutôt vers 50-60 ans. Il faut savoir également que les hommes sont bien plus infectés que les femmes. En population générale, on considère qu'il y a à peu près 10% de la population qui ont une infection orale à HPV, quel que soit le génotype. Et si on s'intéresse au génotype le plus agressif au niveau de la sphère ORL, l'HPV-16, il y a 1% des individus qui ont une infection HPV-16. Ces infections sont retrouvées plus souvent chez les hommes, je vous l'ai dit, chez les fumeurs, et bien sûr, elle est largement corrélée avec l'activité sexuelle et notamment le sexe oral. Ça, c'est un point essentiel, parce que souvent, quand on parle de cancer ORL, on sait tous, ça correspond à différentes zones anatomiques. La cavité buccale, l'oropharynx, le larynx, l'hypopharynx, éventuellement le cavum. Et les cancers HPV induits, au niveau de la sphère ORL, ils prédominent, pour ne pas dire de façon quasiment exclusive, au niveau de l'oropharynx. Et dans l'oropharynx, pas d'un n'importe quel sous-type, pas dans n'importe quelle sous-localisation. Il prédomine au niveau de la base de la langue et des amygdales, qui sont des zones très particulières parce que l'épithélium, la muqueuse qui le compose, c'est une muqueuse immunitaire, lymphoïde. Donc il y a vraiment un tropisme du virus pour ces zones, et c'est dans ces zones, de façon privilégiée, que les cancers peuvent survenir. Ça, c'est un grossissement d'une amygdale, et on voit que dans les amygdales, il y a des cryptes, donc c'est des petites invaginations de la muqueuse. Et là encore, les cellules permissives aux HPV, elles se trouvent dans le fond des cryptes, là. Et c'est dans le fond des cryptes que les cancers oropharyngés HPV positifs apparaissent. On peut également avoir des cancers oropharyngés liés au tabac, mais les cancers oropharyngés liés au tabac vont plutôt naître sur la superficie des amygdales, pas dans le fond des cryptes. Et là encore, l'épithélium est clairement distinct au niveau de la surface et dans le fond des cryptes. Au niveau de la surface, on a un épithélium
malpighiens, stratifiés classiques, comme ce qu'on retrouve au niveau du larynx, de la cavité buccale et de l'hypopharynx. Dans le fond des cryptes, c'est un épithélium très spécialisé qu'on appelle l'épithélium réticulé. D'un point de vue épidémiologique, il faut savoir que chaque année, dans le monde, il y a à peu près 100 000 cancers oropharyngés qui sont diagnostiqués. Pour rappel, il y a à peu près 800 000 cancers de la tête et du cou qui sont diagnostiqués par an dans le monde. Donc 100 000 cancers de l'oropharynx. D'après des données assez robustes, puisqu'elles se basent sur des registres, lorsqu'on se base sur les cancers de l'oropharynx, eh bien, on note que les cancers oropharyngés, notamment au Danemark, sont en augmentation. C'est ce qu'on voit ici en noir. Et cette augmentation, elle est clairement due à la part de cancers oropharyngés imputables aux HPV, qu'on voit ici en bleu turquoise. Les cancers oropharyngés non liés à l'HPV croissent de façon bien moins rapide. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis 2020, au Danemark, les cancers oropharyngés HPV positifs en turquoise ont dépassé, en termes d'incidence, les cancers du col qu'on le voit ici. Donc ça, c'est un point essentiel. Au Danemark, le premier type de cancer HPV induit, c'est le cancer de l'oropharynx, et puis le cancer du col, grâce aux campagnes de prévention du cancer du col, frottis, vaccination, dépistage, etc. Aux États-Unis, c'est à peu près la même chose. En effet, le nombre moyen de cancers oropharyngés diagnostiqués annuellement entre 2012 et 2016 est de 20 000 cas, 19 000 cas pour être précis. Et sur ces 19 000 cas, eh bien, il y en a 13 500 à peu près qui sont liés aux HPV. Dans la même période, il y a 12 000 cancers annuels en moyenne au niveau du col, et on voit là encore que les cancers oropharyngés HPV+, ont dépassé les cancers du col. Et des projections ont été faites à ce rythme. Donc actuellement, on est à peu près à 20 000 cancers de l'oropharynx en 2020 liés à l'HPV. À ce rythme, en 2030, on sera pas loin de 30 000 cancers oropharyngés annuels HPV positifs aux États-Unis. Et la France dans tout ça? Eh bien, il faut savoir que la France, indépendamment de l'HPV, c'est le pays d'Europe qui se classe en deuxième position en termes d'incidence des cancers oropharyngés. C'est à peu près 4,3 cas pour 100 000 habitants. Donc on voit, on est juste derrière le Danemark. Et ça représente 5 000 cancers oropharyngés par an. Bien sûr, ils ne sont pas tous liés à l'HPV, mais ça fait quand même beaucoup de cancers. En France, grâce aux différentes campagnes qui ont été menées de lutte contre le tabac, eh bien, le tabagisme a beaucoup baissé. Et aujourd'hui, on estime qu'il y a à peu près 25 à 30 de fumeurs quotidiens, ce qui reste beaucoup lorsqu'on se compare à d'autres pays européens, notamment dans le nord de l'Europe, où ils sont à même pas 10 de fumeurs quotidiens. Et une étude qu'on a récemment réalisée avec les collègues de Gustave Roussy montre qu'actuellement, il y a à peu près 50% des cancers de l'oropharynx en région parisienne qui sont liés aux HPV. En Europe du Nord et en Amérique du Nord, c'est à peu près 80% des cancers oropharyngés liés à l'HPV, mais en Europe du Nord et en Amérique du Nord, on fume beaucoup moins qu'en France, donc il y a beaucoup moins de cancers liés au tabac. Donc ça, c'est assez remarquable puisqu'on le voit très bien. Avant 2000, c'est des cancers qui n'existaient quasiment pas, les cancers HPV positifs, et puis ils ont augmenté progressivement. Et ces 20 dernières années, c'est devenu quasiment un cancer sur deux de l'oropharynx HPV positif en Île-de-France. Lorsqu'on regarde ailleurs dans le monde, on voit donc que les pays où il y a une incidence forte de cancer oropharyngé, c'est surtout l'Occident. Et dans les pays, au Japon, l'incidence est également forte, c'est à peu près 50% des cancers oropharyngés. Mais dans les pays en voie de développement, l'incidence des cancers oropharyngés HPV positifs est beaucoup plus faible. Et ce qui est amusant, c'est quand on regarde le cancer du col, eh bien, la répartition de l'incidence du cancer du col dans le monde, c'est le miroir des cancers de l'oropharynx HPV positif. Les cancers du col prédominent dans les pays en voie de développement, notamment parce qu'il n'y a pas de dépistage, de frottis, et que c'est moins bien réalisé et moins de vaccination. Quelques- Voici quelques cas cliniques pour illustrer un petit peu cette présentation. Ça, c'est monsieur A. On voit très bien, c'est un monsieur qui a 68 ans. Il est à la retraite. Il était œnologue. Il n'a pas de problème de santé particulier. Il a fumé 10 paquets à l'année, ce qui n'est pas beaucoup, hein, puis il s'est arrêté il y a 30 ans. Et ça fait 3 mois qu'il a une gêne pharyngée. Et là, on voit bien, il a une tumeur, ici au niveau de l'amygdale gauche. Et ce qui est très intriguant, c'est que
Les tumeurs HPV positives sont quasiment indolores souvent. Donc ce monsieur, il a une grosse tumeur, mais il a pas mal, il ouvre bien la bouche. Ça aurait été un patient qui a un cancer lié au tabac, il aurait du mal à ouvrir la bouche, et le premier symptôme qui l'amènerait en consultation, c'est la douleur. Ça, c'est un autre cas, monsieur D, 50 ans, c'est un homme, c'est quelqu'un qui travaille dans l'événementiel, peu d'antécédents, une appendicectomie, ce qui est très banal, il n'a jamais fumé, et il a une masse dans le cou depuis 6 mois. Eh bien, ce monsieur D, on lui a fait un scanner, on est tombé sur une lésion qui ressemble à un kyste, on le voit très bien ici. Et donc, du coup, le chirurgien qui l'a vu a présumé que c'était ce qu'on appelle un kyste branchial, qui est une malformation congénitale. Il lui a enlevé ce kyste, et à l'analyse, c'était pas du tout un kyste, c'était une métastase ganglionnaire kystique d'un petit cancer amygdalien. Donc, ça a été vraiment le coup de tonnerre dans le ciel bleu, et pour le patient et pour le praticien. Et bien entendu, si on avait pensé que ça pouvait être un cancer oropharyngé HPV positif, on n'aurait pas fait une boulectomie, une exérèse de la masse, on aurait fait un curage dans la règle de l'art, on aurait identifié la lésion amygdalienne, on l'aurait retirée, et donc le traitement aurait été beaucoup mieux fait. Mais là encore, d'où l'intérêt de cette présentation, ce sont des maladies qui ne se présentent pas toujours comme les cancers oropharyngés classiques. Les patients ne sont pas fumeurs, ils sont en bonne santé, ils ont des symptômes parfois assez subjectifs, et puis on peut se tromper dans le diagnostic. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Il faut savoir penser à cette maladie chez quelqu'un qui ne correspond pas à la description habituelle des cancers ORL. Là encore, un homme de 41 ans, employé de banque, pas d'antécédents, pas de tabagisme, il a une asymétrie amygdalienne, aucun symptôme, il voit son ORL décide de lui retirer l'amygdale, et là encore, c'est un cancer HPV positif. On aurait pu le traiter chirurgicalement, mais dans ce cas-là, ça n'aurait pas été une simple amygdalectomie, mais on aurait fait un geste beaucoup plus large, une amygdalectomie élargie, avec l'exérèse de tissu sain autour pour avoir des marges carcinologiques, et on aurait fait un curage ganglionnaire. On aurait pu également lui proposer une radiothérapie. Donc vous voyez, ce patient n'a pas été pris en charge de façon optimum. Et puis enfin, encore, alors toutes les histoires que je vous raconte sont des vraies histoires. Donc là, c'est monsieur B, 67 ans, c'est un dentiste, donc un soignant, ne fume pas. Il a une gêne pharyngée qui évolue depuis 9 mois. Il a vu 3 médecins généralistes, 2 ORL. On lui a dit que ça pouvait être une pharyngite, que c'était du reflux. Puis progressivement, cette gêne pharyngée s'est transformée en douleur, qui l'a amené à consulter aux urgences après 9 mois. Et là, on lui a diagnostiqué un cancer amygdalien de stade 4. Donc vous vous rendez compte de la perte de temps. Ce patient aurait pu être diagnostiqué bien plus tôt si on avait pensé que chez un dentiste qui ne fume pas, qui ne boit pas, un cancer amygdalien était possible. Donc si on n'y pense pas, on ne trouve pas, et on ne trouve que ce qu'on recherche en fait. Donc il faut savoir casser les stéréotypes, et ça c'est très important pour éviter les retards diagnostiques ou alors les mauvaises gestions de patients parce qu'on leur propose un traitement qui est inadapté. Donc savoir y penser devant des individus qui ne correspondent pas aux stéréotypes habituels, ça c'est un des messages clés de cette présentation. Alors, ça c'est un point également essentiel. Donc, quand vous pensez au diagnostic, vous allez faire une biopsie, et même si le patient n'est pas fumeur, ne ressemble pas au patient habituel de cancérologie ORL, il faut impérativement, pour être certain du diagnostic, avoir une preuve moléculaire. Donc la présomption sur des arguments cliniques, c'est important, mais le plus important, c'est la preuve moléculaire. Et un des tests faits en première intention pour éventuellement dire que la tumeur est liée à l'HPV ou pas, c'est ce qu'on appelle la mesure de l'expression de la protéine P16. La protéine P16, c'est pas une protéine du virus. C'est pas une protéine qui a un rapport avec l'HPV-16. La protéine P16, c'est une protéine qu'on retrouve dans les cellules normales et qui est impliquée dans la régulation du cycle cellulaire. Et elle régule négativement, c'est un frein à l'avancée dans le cycle cellulaire, pour faire simple. Chez les patients qui ont un cancer lié au tabac et à l'alcool, cette protéine, elle est hypoexprimée car le plus souvent, le gène qui code pour la protéine a été altéré, a été muté, a été méthylé par les substances génotoxiques qui se trouvent dans le tabac. Et donc, du coup, quand on fait le test P16, on dit qu'il est négatif. A contrario, en raison de mécanismes moléculaires que je n'expliquerai pas, mais qui ne sont pas très compliqués à comprendre, chez les patients qui ont un cancer lié à l'HPV, eh bien, la protéine, elle est surexprimée. Donc vous avez marqué, c'est un marqueur indirect.
Ce marqueur a été choisi parce que c'est de l'immunohistochimie, ce qui est relativement simple à faire dans tous les labos d'Anapat, même les labos de ville. La lecture est relativement simple et ça ne coûte pas cher. On voit bien ici négatif, positif. Mais il faut avoir en tête qu'à peu près 5 à 20% des patients P16 positifs ont un cancer qui n'est pas lié à l'HPV. Donc, il y a des faux positifs. En conséquent, si on veut aller plus loin dans la certitude du diagnostic, il faut, en plus de la P16 qui est positive, faire un test pour identifier l'ADN d'HPV. Donc du coup, on fait une P16, elle est positive, on va aller plus loin, on va venir identifier l'ADN d'HPV. On peut le faire par PCR ou par hybridation in situ. Ça va dépendre un petit peu de l'habitude du centre dans lequel le patient est pris en charge. Si le patient est HPV positif en PCR ou en hybridation in situ, en plus d'être P16 positif, là, vous êtes certain que le cancer est lié à l'HPV. Alors vous allez me dire, mais pourquoi on s'embête et pourquoi on ne recherche pas d'emblée l'ADN d'HPV plutôt que de faire ça? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui ont de l'ADN d'HPV dans la bouche. Il y a des individus sains qui n'ont pas de cancer, qui ont de l'ADN d'HPV dans la bouche. On l'a vu en début de présentation. Il y a 1% de la population qui a de l'ADN d'HPV 16. Il y a 3 à 4% des hommes qui ont de l'ADN d'HPV oncogène, donc ça fait quand même pas mal. Et donc, du coup, ça ne suffit pas. Et le fait de combiner la P16 et l'ADN d'HPV, ça permet, de montrer que l'ADN d'HPV est présent, mais en plus de montrer que l'ADN d'HPV a induit des modifications moléculaires qui ont conduit au cancer, dont cette surexpression de la protéine P16. Un des éléments vraiment clés dans ces cancers HPV positifs, d'un point de vue clinique, et c'est ce qui est à l'origine d'une recherche très importante en termes de traitement, c'est que le pronostic des patients avec un cancer HPV positif est nettement meilleur que celui des patients avec un cancer HPV négatif. Pour faire simple, à stade équivalent, le risque de mourir du cancer chez un patient HPV positif est 2 fois moins élevé, donc il a 2 fois plus de chances de survivre à sa maladie qu'un patient HPV négatif. Et il est maintenant recommandé par la plupart des sociétés savantes de faire un testing HPV quand vous avez un cancer de l'oropharynx, et notamment de rechercher l'expression de la protéine P16, au minimum. Du coup, on a mis en place une nouvelle classification TNM pour l'oropharynx. En fait, il y en a deux. Il y en a une pour les cancers HPV négatifs et une pour les cancers HPV positifs. Donc ça, c'est un point important. Et on se sert de la protéine P16 pour savoir dans quelle classification on va mettre le patient. Alors, vous l'aurez compris, P16 seul ne suffit pas, mais à l'époque où ce système a été mis en place, on a considéré, pour des impératifs notamment pratiques, parce que tout le monde n'a pas accès au dosage de l'ADN d'HPV, donc d'un point de vue pratique, on s'est limité à la P16. Et on voit que cette nouvelle classification est très discriminante, puisque les patients qui ont une tumeur de stade 1 ont un meilleur pronostic que les patients de stade 2, que les patients de stade 3. Ça, c'est pour les patients HPV positifs, P16 positifs, excusez-moi. L'autre point important, c'est que comme on l'a vu, leur pronostic est nettement amélioré. Néanmoins, on continue de les traiter de la même façon que les cancers HPV négatifs, et bien qu'on les guérisse, les patients, ils ont beaucoup d'effets secondaires et de toxicité des traitements. Bien sûr, quand ils sont opérés pour les grosses tumeurs, il y a des séquelles esthétiques, mais ça, c'est quand même pas très fréquent d'être amené à opérer des gens avec des maladies très évoluées, dans le cadre des patients HPV positifs. On peut avoir des problèmes dentaires, l'hypocyalie, et puis après des caries, puis l'ostéoradionécrose. Ça, c'est une des complications possibles de la radiothérapie. On peut également avoir des problèmes de déglutition, et ça, c'est un point essentiel, parce que quand vous avez des problèmes de déglutition, ça vous pourrit la vie. Vous ne pouvez plus manger en public parce que vous mettez trop de temps à manger, ou bien parce que vous ne pouvez pas manger de tout. Vous avez un manque de salive, et puis toute la mécanique musculaire qui permet de propulser le bol alimentaire ne fonctionne pas très bien. Donc progressivement, les gens vont s'exclure, et en plus, ils vont éliminer de leur régime alimentaire de nombreuses choses, de nombreux aliments qui ne peuvent pas bien avaler, et en conséquence, ça peut impacter leur santé. Et puis, la chimiothérapie a sa propre toxicité au niveau rénal et auditif. Donc, on guérit les gens, mais au prix d'une toxicité qui est notable.
Ce diagramme est très intéressant parce que c'est un diagramme qui évalue l'évolution de la déglutition et on voit que la plupart des gens vont avoir des problèmes de déglutition après radiothérapie, mais la plupart vont récupérer et avoir une déglutition à peu près normale, sauf à peu près 10% des patients qui vont avoir des troubles de déglutition après la radiothérapie dont ils ne vont jamais récupérer, et puis à peu près 10% des patients qui vont avoir des troubles de déglutition qui vont apparaître progressivement dans le temps, et ça peut être au bout de 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, c'est pas fréquent, mais ça arrive, ou des patients qui, après radiothérapie mangeaient, progressivement, leurs différentes structures impliquées dans la déglutition vont dysfonctionner et vont avoir des problèmes parfois majeurs, et certains d'entre eux vont être dépendants d'une gastrostomie. Ça, c'était une petite vidéo rapide que je vais vous montrer qui illustre cela. Ça, c'est l'avant, ça, c'est l'arrière, ça, c'est les pilotes. Alors, je ne sais pas si ça va fonctionner. Voilà, on voit très bien. Donc là, tout d'abord, vous voyez qu'il y a de la salive partout. Normalement, chez un individu sain qui n'a pas été irradié, qui n'a pas de problème, il n'y a pas de salive. Alors bien sûr, c'est un cas assez extrême, hein, tous les patients ne sont pas comme ça. Mais dans ce cas-là, on voit bien de la salive partout. Et puis, on lui demande d'avaler une substance bleue. Et là, vous allez voir que le patient va avoir d'énormes difficultés à avaler la substance bleue. Vous voyez, normalement, un patient normal, on déglutit un coup, la substance bleue disparaît. Là, ça fait quand même plusieurs fois qu'il essaye d'avaler. Non seulement il y a de la salive qui stagne, mais en plus, on voit que la substance bleue, il n'arrive pas à l'avaler et qu'elle coule quasiment de façon autonome, malgré tous les efforts. Et puis, si on va jusqu'au bout de la vidéo, on va voir même que cette substance bleue, elle va avoir tendance à venir pénétrer le larynx. Vous voyez ici, vous avez de la salive qui se trouve ici, qui a tendance vraiment à pénétrer dans le larynx. Et le risque, bien sûr, c'est la fausse route. Là, il contrôle vraiment plus son bolus alimentaire, le patient. Donc ça, c'est quand même pas un cas fréquent, mais c'est vraiment un cas assez marqué pour vous marquer les esprits. Du coup, il y a eu pas mal d'essais cliniques qui ont été réalisés ces dernières années pour essayer de traiter différemment les patients HPV positifs. L'idée, c'est de les traiter moins fort pour les guérir, mais pour avoir moins de toxicité en même temps. Donc, on s'est dit que on allait essayer une combinaison radiothérapie cetuximab par rapport au standard qui est radiothérapie plus cisplatine. Malheureusement, plusieurs grands essais ont été réalisés et tous ont montré que le cisplatine était supérieur au cetuximab, donc c'est tombé à l'eau. Il y a d'autres essais qui ont été faits qui ont comparé la radiothérapie seule à la radiochimiothérapie. Et là encore, malheureusement, malgré des résultats qui sont quand même assez séduisants de la radiothérapie seule, la radiochimiothérapie permet d'avoir un meilleur contrôle de la maladie. Et puis, il y a également plusieurs essais dans lesquels on va opérer les patients par voie transorale au robot, donc une chirurgie dite minimale invasive. Et puis après, je pense que c'est la diapo d'après, voilà. Donc là, c'est une série de patients de ce type-là dans un gros essai clinique américain. 500 patients, ils sont opérés par voie transorale au robot. Après, on regarde au niveau histologique si c'est des maladies agressives ou pas. Les patients qui ont des maladies non agressives n'ont pas de traitement adjuvant, ce qui est le standard. Et les patients qui ont une maladie très agressive avec une rupture capsulaire ou des marges atteintes, eh bien, ils ont une radiochimiothérapie classique. Et les patients du groupe intermédiaire, vous voyez, ils sont randomisés entre une dose standard de radiothérapie et une dose plus faible de radiothérapie. L'idée étant qu'avec une dose plus faible de radiothérapie, eh bien, ils auront moins de séquelles. Donc l'essai a été publié. Cet essai montre que la survie dans les bras B et C, lorsqu'on baisse la dose de radiothérapie, eh bien, elle est comparable. Il n'y a pas de différence évidente. Et il y a des premiers éléments, mais ça reste à définir de façon plus claire, qui semblent montrer qu'il y a moins de troubles de la déglutition quand on fait 50 grès. Ça, c'est un autre essai avec presque 1100 patients. C'est l'essai PATHOS qui est actuellement en cours. C'est globalement le même design, mais dans le groupe C, ceux qui ont les maladies les plus agressives, eh bien, les patients sont également randomisés entre une radiochimiothérapie standard et une radiothérapie seule. L'idée étant là aussi de pouvoir guérir les patients avec moins de toxicité car le traitement est moins lourd. Donc ça, c'est un essai en cours dont on n'a pas encore les résultats, bien sûr. Puis enfin, on pourrait passer beaucoup de temps à décrire tous les essais qui sont faits pour les patients HPV positifs en termes de déflation thérapeutique, mais c'est pas l'idée de la présentation. Je voudrais finir sur un point essentiel, c'est la prévention. C'est des maladies qu'on peut prévenir. C'est une infection virale qui provoque un cancer. Si vous n'attrapez pas l'infection, si on vous vaccine, eh bien, le problème est réglé. Quand on parle de prévention, il y a 3 niveaux de prévention. Il y a la prévention primaire,
c'est comment ne pas attraper la cause de la maladie. Là, c'est une maladie viro-induite, donc l'idée, c'est de ne pas être infecté par le virus. Il y a la prévention secondaire qui consiste à identifier tôt les lésions cancéreuses ou précancéreuses pour les soigner de façon efficace et avec le moins de séquelles possible. Et puis enfin, il y a ce qu'on appelle la prévention tertiaire qui consiste chez les patients traités et guéris d'un cancer à identifier le plus tôt possible une éventuelle rechute pour pouvoir la traiter efficacement. Commençons par la prévention primaire. En ce qui concerne la lutte contre les HPV en prévention primaire, il y a plusieurs vaccins qui ont très clairement démontré, un, leur efficacité. Lorsque vous êtes vacciné, l'incidence du cancer du col diminue de façon drastique. C'est très clair, ça a été publié dans un New England en 2020. On le voit ici. Chez les gens qui ne sont pas vaccinés, eh bien, 94 pour 100 000 cancers du col. Chez les gens vaccinés, 4 pour 100 000. Donc là, la réponse, elle est très claire. Et puis surtout, ce sont des vaccins qui sont sûrs. Il n'y a pas de problème de sécurité avec ces vaccins. Est-ce que ces vaccins qui ont démontré leur efficacité et leur innocuité au niveau du col et de la région anogénitale, est-ce qu'ils sont également efficaces au niveau des infections orales? Eh bien, c'est une bonne question. Et il y a un faisceau d'arguments qui semble indiquer que oui. Dans cette étude publiée dans le JCO récemment, très clairement, on retrouve significativement moins, en fait 10 fois moins, d'infections orales à HPV chez les individus vaccinés par rapport aux individus non vaccinés. Et c'est une grosse étude, il y a presque 2500 individus. Autre étude intéressante, il y en a même plusieurs, lorsque vous êtes vacciné, on va trouver beaucoup plus d'anticorps anti-HPV dans la salive par rapport aux individus qui n'ont pas été vaccinés. Et donc, si vous avez des anticorps anti-HPV dans la salive et que vous êtes confronté à un HPV, ces anticorps vont venir s'agréger sur les virions et empêcher leur pénétration dans la muqueuse. Donc, deuxième preuve indirecte sur l'efficacité des vaccins au niveau de la région ORL. Et puis, troisième preuve très intéressante, c'est une preuve épidémiologique. C'est une preuve qui nous vient d'Australie. Et l'Australie, c'est un des pays avec la plus bonne couverture vaccinale. Près de 80% des individus en âge d'être vaccinés ont été vaccinés et on vaccine depuis longtemps les garçons et les filles. Et en Australie, très clairement, la papillomatose laryngée, qui est une maladie bénigne mais très affligeante liée aux HPV 6 et 11, est en nette régression. Donc voilà, enfin, un autre argument épidémiologique cette fois-ci qui montre que les vaccins sont efficaces au niveau de la sphère ORL. Néanmoins, il y a plusieurs limites. Tout d'abord, la couverture vaccinale est assez faible au niveau mondial, puisqu'il y a à peine 20% des filles qui ont reçu au niveau mondial une dose de vaccin et 5% des garçons qui ont reçu une dose de vaccin. Et quand on regarde le schéma vaccinal complet, c'est à peu près 15% des filles, 4% des garçons. Donc il y a encore beaucoup de travail à faire. Deuxième chose, la plupart des programmes vaccinaux dans le monde ciblent les femmes, puisque la maladie qui a été identifiée initialement, c'est le cancer du col. Les choses changent progressivement et de plus en plus de pays commencent à intégrer les garçons dans leurs programmes vaccinaux, puisque les cancers du canal anal touchent les hommes et les femmes, les cancers de l'oropharynx prédominent nettement au niveau des hommes, et puis surtout, en vaccinant garçons et filles, vous réduisez la circulation du virus et ça protège tout le monde. D'autre part, les vaccins ont été introduits en 2006 et donc tous les individus qui n'étaient pas adolescents ou préadolescents en 2006, qui étaient déjà plus âgés, n'ont pas pu être vaccinés et en conséquent, on va continuer à diagnostiquer des cancers HPV induits, des cancers oropharynges HPV induits pendant les 10, 20, 30 années qui vont venir, même en imaginant qu'on atteigne des couvertures vaccinales importantes. Et puis enfin, il y a beaucoup de désinformation, notamment à cause des groupes anti-vaccinaux qui essayent de faire peur à la population en leur disant que ce sont des vaccins qui sont peu efficaces et surtout qui sont dangereux, ce qui n'est pas vrai. Alors, ça, c'est un élément très intéressant pour le dépistage. Donc, le dépistage, c'est ce qui a permis de réduire de façon drastique l'incidence du cancer du col. En France, il y a 3000 cancers du col par an. C'est pas énorme quand vous comparez par rapport au cancer du poumon, au cancer du côlon, de la prostate et du sein, qui sont beaucoup plus fréquents. Mais il y a 30 000 lésions précancéreuses du col qui sont identifiées grâce au dépistage et qui sont traitées. Et si ces 30 000 lésions n'étaient pas traitées, une proportion deviendrait des cancers.
Jusqu'au jour d'aujourd'hui, il n'y avait pas de moyen de dépistage efficace pour les cancers oropharyngés, mais il y a une étude extrêmement intéressante qui a été publiée en 2021 qui semble montrer que potentiellement, on aurait un moyen de faire du dépistage au niveau de la région ORL. Je vous l'explique très brièvement. C'est une étude qui se passe en Allemagne, à Hambourg, et c'est une étude qui cible 45 000 individus sains, des hommes et des femmes, âgés de 45 à 74 ans. Ce n'est pas une étude qui est spécifiquement dédiée au cancer HPV positif de l'oropharynx. C'est une étude bien plus globale qui s'intéresse aux facteurs de risque de maladies chroniques, cardiovasculaires, neurodégénératives et néoplasiques. Et donc, des investigateurs qui s'intéressent à l'HPV ont profité de cette étude pour y agréger une étude spécifiquement dédiée à l'oropharynx, HPV positif, en mesurant dans le sang des anticorps anti-HPV. Pour faire très simple, je vous l'ai dit, la plupart des gens s'infectent à l'HPV et beaucoup de personnes ont des anticorps dirigés contre la protéine L1. Si vous vous souvenez, la protéine L1, c'est la protéine de la capside virale. Les anticorps contre les oncogènes E6 et E7, qui sont responsables de la cancérogénèse HPV positive, eh bien, ils sont très rares en population générale, c'est moins de 1%. Par contre, on les retrouve chez plus de 90% des gens qui ont un cancer HPV positif, notamment dans l'oropharynx. Et surtout, on peut les trouver dans le sérum 10 ans avant la survenue d'un cancer oropharyngé. C'est-à-dire qu'on peut les trouver bien plus tôt que la date où le cancer sera identifié. À partir de là, ils ont donc fait des sérologies à 5000 individus sains, ou plutôt 4424 individus sains. Ils ont identifié 35 individus avec des anticorps anti-EO6 positifs, soit 0,8% de la population globale, ce qui correspond à peu près aux 0,6% que j'avais annoncé initialement. Parmi ces 35 individus, eh bien, il y en a 11 qui, en plus d'avoir des anticorps anti-E6, avaient également des anticorps anti-E1 ou anti-E2 ou anti-E7, donc d'autres protéines virales. Ces 11 individus ont été recontactés, on les a suivis cliniquement de façon régulière, et sur ces 11 individus, eh bien, on a diagnostiqué, ici je vous en montre 3, mais on a identifié 4 cancers oropharyngés chez des gens qui étaient asymptomatiques. Donc grâce à ces sérologies, en population générale, d'individus sains, on a pu identifier des individus qui allaient développer un cancer HPV positif. Donc c'est quelque chose de très pertinent, et bien sûr, c'est encore préliminaire, mais je pense que c'est vraiment une voie sur laquelle il faut essayer de se focaliser. Et puis enfin, pour finir, on va parler de la prévention tertiaire. Quand vous avez un cancer, quel que soit le cancer, et que vous êtes guéri, la principale peur que vous avez, c'est la récidive, bien sûr. Actuellement, pour les cancers ORL, le suivi après traitement, il est basé sur la répétition des examens cliniques à échéance prédéterminée. En France, par exemple, les patients sont vus tous les 2 mois la première année, tous les 3 mois la deuxième année, tous les 4 mois la troisième année, et ainsi de suite. Et en fait, c'est ce qui se passe globalement dans tous les pays. On répète les examens cliniques. Mais ça marche pas bien. Ça marche même pas bien du tout. Ça, c'est un exemple. Un homme de 56 ans, designer d'intérieur, pas d'antécédents, pas de tabagisme. 2019, on lui diagnostique un cancer amygdalien classé T4N2 HPV positif. Il est traité par radiochimiothérapie. On lui fait un bilan d'imagerie après la radiochimiothérapie. Vraisemblablement, il est en rémission complète. Et puis là, on le suit. Et le patient est strictement compliant aux recommandations de la Société française d'ORL avec tous les rendez-vous, tous les 2 mois, la première année, etc., comme je vous l'expliquais. Et puis à un moment, ce monsieur change de travail. Il va à la médecine du travail et on lui fait une prise de sang et puis un scanner thoracique à titre systématique. Et là, qu'est-ce qu'on trouve? Des métastases pulmonaires. Ce patient, qui n'était pas fumeur, n'a jamais eu de scanner thoracique parce que dans les recommandations de la SFORL pour les patients atteints d'un cancer ORL, on nous recommande le scanner thoracique que chez les fumeurs actifs ou les fumeurs ayant sevré ou les anciens fumeurs ayant sevré leur intoxication dans les 15 ans. Ce patient n'ayant jamais fumé, mais ayant un cancer HPV induit, ne rentrait pas dans ces recommandations, n'a jamais eu de scanner thoracique. Donc on voit que ces recommandations, elles sont vraiment globalement désuètes, mais encore plus chez les patients HPV positifs. Et là, on aurait vraiment intérêt à avoir un biomarqueur pour pouvoir mieux identifier ces patients. Je vous rappelle, l'ADN d'HPV, on ne le retrouve jamais dans le sang lors d'une infection. On le retrouve que dans l'épithélium, jamais, jamais dans le sang. Par contre, quand vous avez un cancer HPV positif, on peut retrouver l'ADN d'HPV dans le sang parce que les cellules tumorales vont
détruire les vaisseaux et libérer leur contenu. Et donc, l'ADN d'HPV qui reste dans leur noyau va être libéré dans le sang et on peut identifier l'ADN d'HPV circulant chez les patients atteints d'un cancer HPV induit. Et en fait, plusieurs études ont clairement montré qu'après traitement, si vous n'avez pas d'ADN d'HPV circulant, eh bien, vous n'avez pas de récidive. La valeur prédictive négative du test, dans une belle étude publiée en 2020 dans le JCO, montre qu'elle est quasiment de 100%, virtuellement de 100%. Et à contrario, si vous avez de l'ADN d'HPV circulant qui apparaît lors du suivi, le risque de rechute il est majeur. Là, on le voit, c'est une étude sur 1000 individus, sur les 1076 individus. Sur ces 1076 individus, 996 n'ont pas d'ADN d'HPV circulant. Ils vont tous bien. Il y a 80 individus qui ont de l'ADN d'HPV circulant en post-thérapeutique. On leur fait un bilan. On retrouve une rechute chez 21 patients. On continue à suivre les 59 autres patients. Et finalement, on retrouve une rechute un peu plus tard dans le temps chez 55 patients. Donc, ils ont quasiment tous rechuté, ceux qui avaient de l'ADN d'HPV circulant. Les 4 patients sans rechute sont toujours en cours de suivi et on suppute qu'à un moment ou à un autre, on va identifier de la maladie. Donc, l'ADN d'HPV circulant, quand il est positif après traitement, c'est un marqueur de maladie microscopique résiduelle qui, à un moment ou à un autre, va devenir cliniquement identifiable. Et donc, à partir de là, et je m'arrêterai là, on a développé un essai clinique qu'on va ouvrir prochainement en France, qui consiste à utiliser de l'ADN d'HPV circulant pour mieux suivre les patients. Il y aura 2 bras, c'est un essai qui est randomisé. Un bras où les patients sont suivis de façon classique, avec tous les rendez-vous que je vous ai décrits. Il y a 16 rendez-vous systématiques pendant 5 ans. Il y a un autre bras où les patients seront vus 2 fois moins en consultation, mais à chaque rendez-vous, on dosera l'ADN d'HPV circulant. Tant qu'il est négatif, on va rester sur une logique de déflation de suivi. Et si jamais ça augmente, à ce moment-là, on déclenche des examens complémentaires qu'on n'aurait pas déclenchés sans ce biomarqueur. Alors, pour conclure, les cancers oropharyngés HPV positifs sont en augmentation dans de nombreux pays occidentaux. Il faut vraiment faire attention aux présentations atypiques et il faut savoir penser à ce type de cancer même quand le patient ou la patiente ne ressemble vraiment pas au cancer ORL habituel, c'est-à-dire pas fumeur, pas buveur, bon niveau socio-économique. Des soins médicaux spécifiques pour cette pathologie vont se mettre en place progressivement. Il y a déjà une TNM spécifique, il y a des tests diagnostiques spécifiques, mais les traitements vont probablement changer à moyen court terme. La prévention est essentielle, c'est une maladie qui peut s'éviter, il faut promouvoir la vaccination. Et puis enfin, il reste encore, il faut rester modeste, de nombreuses questions auxquelles il faudra répondre dans les années à venir. Merci beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire et complète. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance que vous pouvez poser par chat? Tout est très clair. Oui, très content de répondre à vos questions, n'hésitez surtout pas. Ouais, on a des merci. J'ai une petite question, peut-être que ça va lancer d'autres questions. Sur la vaccination, les recommandations actuelles, c'est de vacciner les garçons et les filles jeunes, hein, entre 11 et 14 ans, je crois. Exactement. Est-ce qu'on a des informations sur l'intérêt de rattraper la vaccination chez les adultes qui n'auraient pas été vaccinés pendant cette période-là? Alors en fait, je vais essayer d'être le plus synthétique possible. Lorsque les vaccins ont été implémentés, l'idée c'est de vacciner les gens avant les débuts des relations sexuelles, parce que c'est le plus efficace. Parce qu'avant les rapports, on n'avait pas été infecté, et donc un vaccin prophylactique, c'est pas un vaccin thérapeutique. Si vous avez déjà le virus sur vous, ça ne marchera pas. Ça, c'est le point essentiel. Deuxième point essentiel, c'est que les premiers vaccins à être mis sur le marché, c'était des vaccins qui étaient bivalents, qui ciblaient 2 génotypes, HPV 16 et 18. Puis rapidement après, il y a eu un vaccin quadrivalent qui ciblait HPV 16 et 18 et 2 autres HPV qui ne sont pas oncogènes, mais qui sont responsables des condylomes, HPV 6 et 11 et de la papillomavirose laryngée. Donc ça, c'était un petit peu le modèle initial. Et puis, on le voit très bien dans la diapositive que je vous ai montrée. Je vais passer un peu vite dessus, mais si vous êtes vacciné avant les premiers rapports sexuels, le vaccin est beaucoup plus efficace que si on vous vaccine après. Mais si on vous vaccine après, il y a quand même une efficacité significative par rapport aux gens qui n'ont jamais été vaccinés. Mais tout ça est en train d'être battu en brèche
parce que maintenant, on a un vaccin non avalant dans lequel il y a 9, c'est un vaccin qui permet de lutter contre 9 HPV, 7 HPV oncogènes et 2 non oncogènes. Et on pense donc qu'on pourrait vacciner les gens bien plus tard, après le début des relations sexuelles, mais jusqu'à 30, 40 ans, 45 ans, parce que la probabilité de rencontrer tous ces virus, elle est quand même assez faible. Donc il y aura un effet protecteur. Et il faut savoir que l'AMM des vaccins prophylactiques, il y a une borne inférieure, c'est des vaccins qu'on peut administrer à partir de 9 ans, mais il n'y a pas de borne supérieure. Donc en France, c'est recommandé, donc la recommandation c'est différent de l'AMM, c'est recommandé de vacciner entre 11 et 14 ans, avec un rattrapage possible jusqu'à 19 ans, et dans des populations plus ciblées, les homosexuels masculins ou les immunodéprimés, on peut vacciner jusqu'à 26 ans, mais il y a d'autres pays où on peut vacciner plus tard. Ok, c'est très clair. On a une petite question dans le chat. Peut-on envisager à plus ou moins long terme un dépistage par frottis à l'image du cancer du col? Problème pour accéder au crypte de l'amygdale et à l'épithélium réticulé. Ouais, exactement. En fait, c'est une très bonne question. Ça a été testé, hein. Donc, il y a des gens qui, en général, on s'inspire de ce qu'on connaît. Et donc, ce qu'on connaît très bien, c'est le col. Donc, il y a des gens qui sont inspirés du frottis. Et ce qu'on s'est rendu compte, c'est que, tout d'abord, il y a des études qui ont comparé le frottis par rapport à la salive. On s'est rendu compte qu'il y avait des individus chez qui on trouvait de l'HPV dans la salive, mais pas dans le frottis, et inversement. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a des personnes vraiment qui ont beaucoup travaillé sur le frottis et qui se sont rendues compte que le problème du frottis amygdalien, c'est que c'est dur à faire parce qu'on a des réflexes nauséeux, premièrement. Et deuxième chose, quand on frotte un peu fort sur l'amygdale, on récupère beaucoup de lymphocytes. Et que ces lymphocytes vont venir masquer les cellules épithéliales lorsqu'on passe les cellules, les lames, je veux dire, sur le microscope, et qu'on a du mal à identifier les cellules épithéliales. Donc du coup, le frottis, c'est quelque chose qui a été complètement abandonné pour l'oropharynx. Là, vraiment, ce qui est vraiment très, très en vogue, c'est les sérologies, comme je vous l'ai montré, et éventuellement, mais là il y a encore peu de données, peu de recul, c'est l'utilisation de l'ADN d'HPV circulant en dépistage et pas simplement pour le suivi post-thérapeutique. C'est très clair. Merci beaucoup. Est-ce qu'on a d'autres questions? Des merci. J'ai déjà des mails demandant si la présentation va… Ah, j'ai une question. Est-ce que l'ADN d'HPV circulant est un examen facilement accessible? Alors, la réponse, c'est malheureusement pas encore, ça va certainement l'être. Pour l'instant, il y a quelques équipes qui ont développé leur technique maison. Donc, je sais qu'à l'Institut Curie à Paris, ils font l'ADN d'HPV circulant, à l'hôpital Pompidou, ils font l'ADN d'HPV circulant. Je pense que ce n'est pas une technologie très compliquée, mais si l'essai clinique qu'on va lancer prochainement, donc dans cet essai-là, les centres qui vont participer, ça sera fait le testing d'ADN d'HPV circulant sera fait en temps réel, c'est-à-dire qu'ils vont envoyer leur centre vers un labo de référence, mais ça sera un labo de référence et pas partout, mais je pense que ça va se démocratiser. Et puis je finirai là-dessus, aux États-Unis, il y a un laboratoire, je n'ai plus le nom en tête, un laboratoire à visée commerciale, hein, qui a développppé également un test qu'il commercialise, et aux États-Unis, on peut acheter ce test pour tester les patients après traitement. Donc c'est un truc qui va se développer parce que ça marche vraiment plutôt bien, hein. Oui, j'en profite pour vous dire que l'essai surveille HPV qui a été présenté tout à l'heure sera certainement déposé aux autorités au courant de l'été pour un début à la fin de l'année et que on avait déjà une liste de centres potentiels, mais que vous allez être tous ressollicités pour savoir si vous êtes intéressés pour ouvrir l'étude. Et je crois que nous n'avons pas d'autres questions. Non. Alors, un grand merci pour cette présentation, encore une fois très claire. Et comme je disais, on a déjà des messages nous demandant si ce topo va être reconduit par des personnes qui n'ont pas pu assister. Donc, on verra comment faire pour donner accès aux personnes qui n'ont pas pu être là. Merci à tous pour votre participation aussi. Vous avez été assez nombreux pour cette première édition. Et donc, le prochain topo sera sur le bilan d'extension initiale ORL et le topo sera donné par le docteur Ingrid Brosquin en juin. Eh bien, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à tous et très bonne soirée. Bonne soirée à tous. Au revoir. Au revoir.